Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette 42e séance de Mathématiques Parc. Aujourd'hui, on a le grand plaisir d'accueillir Xavier Buff de l'Institut mathématique de Toulouse qui va chercher et peut-être trouver les zéros des polynômes. Bonjour. Je vous ai mis une petite publicité tout à l'heure venant de Toulouse pour le prix Fermat Junior qui est organisé par l'Institut de mathématiques de Toulouse, auquel vous êtes invité à candidater. Vous avez eu quelques mots dessus tout à l'heure. Donc aujourd'hui, je vais vous faire un exposé qui n'est pas sur mon domaine de recherche. Donc on verra bien, j'espère que je ne raconterai pas trop de bêtises. Et je vous ai mis au milieu de l'exposé quelques exercices à faire. Vous les ferez ou vous ne les ferez pas selon ce que vous avez envie de faire. C'est pour que vous rentriez un peu dans le sujet. Donc la première partie de l'exposé, je vais rappeler des choses que normalement vous connaissez tous. C'est quelques petites choses sur les nombres complexes, pour qu'on soit bien certain, comme les programmes évoluent et que je suis passé par le lycée des nombres complexes il y a très longtemps maintenant, je ne sais plus exactement ce que vous savez sur les nombres complexes. Donc on va se remémorer les choses. Et les nombres complexes ont été imaginés, inventés, pour répondre à une question essentiellement trouver les zéros de polynômes. Donc je suppose que tout le monde sait ce qu'est un polynôme. Je parlerai peut-être un petit peu à un moment vers la fin de séries entières. Là, peut-être que tout le monde ne sait pas. Juste pour avoir une idée, est-ce qu'il y a ici des élèves de lycée ou est-ce que vous êtes tous en... Il y a des élèves de lycée, de terminale quand même? Non? Bon, donc ça tombe bien, je vais faire des rappels sur les nombres complexes. Ça permettra de rentrer dedans un peu. Et bon, donc je rentre dans le vif du sujet sur les nombres d'abord. Est-ce que vous savez ce qu'est un nombre? Qu'est-ce que c'est un nombre? Pour commencer. C'est pas marqué, hein. Un nombre, je crois que ça arrive presque, peut-être même avant les mots. C'est une abstraction des quantités. On a des quantités, on veut se les représenter, on se les représente avec des nombres. Ce qui vient naturellement, c'est les nombres entiers. Et déjà 20 000 ans avant Jésus-Christ, on commence déjà à se représenter les nombres entiers en faisant des encoches sur des bouts de bois. Alors sur les bouts de bois, je ne sais pas, parce que le bois ça se détruit, donc il n'y a pas de traces. On a retrouvé sur des os, des bois de rennes, là ça reste, ou des os des perronnets de babouin. Et il y a des encoches dont on soupçonne, évidemment on n'est pas certain à 100%, mais on soupçonne que ces encoches représentent des quantités. Et ce qui est assez surprenant, c'est que vous voyez là sur reproduit à droite les encoches, parce qu'on ne les voit pas bien à gauche. Et on peut compter le nombre d'encoches, et vous verrez ici 11, 13, 17 et 19, qui sont les nombres premiers entre 10 et 20. Alors est-ce que c'est un hasard si on a une liste de nombres premiers qui apparaît 20 000 ans avant Jésus-Christ? On a des nombres, on ne sait pas ce qu'ils représentent, on ne sait pas pourquoi il y a ces nombres qui sont écrits, mais ça c'est une question qui intéresse les historiens des maths. Alors quand on fait des entiers, ce qui arrive assez rapidement, c'est qu'on commence très tôt, dès l'école maternelle, on commence à les ajouter les entiers, puis on va commencer à les retrancher, puis évidemment on arrive à un moment où on commence à avoir envie de retrancher des nombres plus grands que les autres et on va tomber sur les nombres négatifs. Et c'est la première étape là où on commence à faire des choses un peu bizarres parce que les nombres négatifs, ça n'existe pas vraiment dans ce qu'on observe. Alors quand je vais parler des nombres complexes tout à l'heure, c'est pour vous dire, c'est pas pire. C'est pas pire que de considérer des nombres négatifs. Les nombres complexes, c'est des choses qui n'existent pas, mais les nombres négatifs, ça n'existe pas non plus. On les voit très tôt dans la scolarité, on est familiarisé avec. Après, on vous prétend, mais si ça se trouve, regardez, les températures, ça descend dans le négatif. Il y a le zéro absolu, au-dessus, les températures, elles sont toutes positives. Alors, on a fait la référence à la température de la glace, et puis après, ça descend en dessous. Puis, comme on avait les nombres négatifs à notre disposition, on s'en sert. Mais sinon, les nombres négatifs, ça n'existe pas vraiment de manière concrète, quelque chose qu'on veut se représenter par des nombres négatifs. Bon. Les nombres rationnels, quand les nombres négatifs, ils sont arrivés quand on ajoutait, qu'on retranchait. Les nombres rationnels, ils arrivent quand on multiplie et qu'on divise. Naturellement arrivent les nombres rationnels. Alors, est-ce que vous savez pourquoi je mets cette image dessus, les nombres rationnels?
Donc quand on pédale, si on fait un tour de pédale et qu'on se demande combien il y a de tours de roue, eh ben, on va devoir faire le rapport entre le nombre de dents sur le pédalier et le nombre de dents sur le pignon, et donc on va tomber naturellement sur des nombres rationnels. Ça, très tôt, avant l'Antiquité, hein, chez les Égyptiens, chez les Babyloniens, on considère des nombres rationnels. Et ça ne pose pas de problème, visiblement. Mais évidemment, arrive un moment, des nombres qui ne sont pas rationnels, qui posent des problèmes certainement... alors des problèmes philosophiques posés par les nombres, il y a peut-être même le zéro qui arrive assez tôt pour se représenter rien. Hein, le zéro, il y a des questions philosophiques dessus, mais il y a deux nombres irrationnels qui arrivent très tôt, c'est la circonférence du cercle, le rapport entre la circonférence du cercle et le diamètre du cercle, qui est pi, un beau nombre irrationnel, ou alors plus simplement le rapport entre le côté d'un carré et la diagonale, qui est racine de 2. Et donc on a des nombres qui apparaissent là, qui ne sont pas des nombres rationnels, qui vont poser des problèmes philosophiques, et que vous manipulez sans aucun problème en disant, racine de 2, c'est un nombre, il existe vraiment celui-là. Je peux le voir, je peux me le représenter, c'est la diagonale du carré de côté 1. Il y a des gens avant vous qui ne les ont pas étudiés à l'école et qui se posaient des gros problèmes sur l'existence de racine de 2. Est-ce que ce nombre existe-t-il vraiment? Donc à nouveau, quand on va voir les nombres complexes tout à l'heure, ils ne sont pas plus non existants que racine de 2, hein. Ils sont du même acabit. C'est juste que vous apprenez à l'école très tôt, vous êtes familiarisé avec les nombres négatifs ou avec les racines carrées. Dès le collège, avec le théorème de Pythagore, on vous introduit la racine carrée. Mais c'est quelque chose que vous avez appris à manipuler, mais qui est tout aussi abstrait que les autres nombres. Hein. Et puis j'en viens à ce qui m'intéresse pour l'exposé d'aujourd'hui, eh bien c'est la racine carrée des nombres négatifs. Alors un nombre négatif comme -1, ça a une racine carrée. On peut décréter, on peut décider que racine carrée de -1 existe. Et les mathématiciens lui donnent même un nom, ils l'appellent i. C'est la notation i pour nombre imaginaire. Et ce nombre imaginaire apparaît historiquement, peut-être pas sous la forme de i, mais en 1530 et des brouettes, en Italie, quand Tartaglia, quand Cardan essaye de résoudre, se lance des concours pour trouver des solutions à des équations du style, alors on va les revoir tout à l'heure, mais des équations du style x3 moins x plus 1 égale 0, et qu'on va aller chercher les solutions d'un polynôme de cette forme. Il se lance des concours et il y a une recette, il y a une méthode qui permet de trouver les racines des polynômes de degré 3. Et cette méthode, même si les racines sont des nombres réels, passe par l'utilisation des nombres complexes, de la manipulation de racine carrée de -1. Alors je vais faire un tout petit topo sur la manière dont moi je vais utiliser les nombres complexes. Je ne suis pas quelqu'un qui fait de la théorie des nombres ou qui étudie l'algèbre avec les racines de polynômes. Je suis quelqu'un qui utilise les nombres complexes et qui représente les nombres complexes, et j'aime bien tracer des images avec les nombres complexes et étudier ces images. Donc il est très important pour moi, c'est fondamental de me représenter les nombres complexes. Alors pour commencer, les nombres réels, vous avez en principe tous pris l'habitude de les représenter sur une droite graduée, généralement. En général, on le met toujours à l'horizontale. Et puis on gradue en mettant 0 plus ou moins au milieu de ce qu'on représente, parce que la droite, on ne la représente pas en entière. On marque 0, et puis 1, c'est toujours à droite de 0. On ne va jamais le mettre à gauche de 0, c'est une convention, c'est comme ça. 2, 3, les nombres positifs à droite, les nombres négatifs à gauche. Et puis comme la droite, c'est un trait continu, entre 0 et 1, on a d'autres nombres, alors on y met 1,5. Entre 1 et 2, on va y mettre racine de 2. Entre 3 et 4, on y mettra pi.
et on représente la droite des nombres réels. C'est une représentation, c'est une manière de au moins visualiser l'ordre qui existe entre les nombres réels. On sait que quand on va avoir un nombre plus petit, il va être à gauche, quand on aura un nombre plus grand, il sera à droite. Donc c'est vraiment un support visuel pour utiliser les nombres, et c'est basé sur le fait que les nombres sont ordonnés et que voilà. Alors, ce qui se passe, c'est que je vais utiliser une représentation similaire pour les nombres complexes, et qui est due, si je ne me trompe pas, à Argan, un mathématicien Argan, et qui part du principe que quand on multiplie les nombres réels, et quand on multiplie spécifiquement par -1 sur la droite réelle, quel effet ça a de prendre un nombre et de le multiplier par -1? Je l'ai entendu là-bas. Non? Ça va faire le symétrique par rapport à l'origine. Donc, la manière dont je m'imagine les symétriques, moi, c'est le demi-tour. Je prends la droite réelle, si je multiplie par -1, ça fait faire un demi-tour. Si je remultiplie une deuxième fois par -1, ça fait un tour complet, je reviens au point de départ. Donc élevé au carré, c'est faire 2 fois, je multiplie par quelque chose, je fais 2 demi-tours, je reviens au point de départ. Et donc partant de cette idée, multiplier par i, quand je vais devoir multiplier 2 fois par racine carrée de -1, ça revient à multiplier par -1. Donc faire 2 fois la multiplication par racine de -1, ça doit faire le demi-tour. À partir de là, faire une fois la multiplication par racine de -1, ce que Argan suggère, c'est qu'on va faire un quart de tour. Et donc on va se retrouver avec... Et vraiment, moi, quand je m'imagine multiplier par i, j'ai vraiment ce mouvement de me dire je tourne d'un quart de tour. Là encore, c'est une représentation géométrique pour essayer de comprendre ces nombres complexes, les manipuler, les étudier. On n'est pas obligé de se le représenter comme ça, mais c'est une convention. En général, on dit que multiplier par i, donc je multiplie 1 par i, ça va me donner i, la racine de -1, ça revient à faire un quart de tour. Et donc quand je prends 2 que je multiplie par i, ça va me donner 2i qui se trouve au-dessus. Je vais avoir -i. Voilà. Et donc ça me permet de représenter les nombres complexes, en tout cas les nombres imaginaires, i, 2i, sur une droite verticale. Et à partir de là, on va s'autoriser à ajouter les points ou les nombres complexes comme on ajoute les vecteurs. À savoir que le nombre 1 plus le nombre i, ça s'ajoute comme les vecteurs. Et ça va me donner 1 plus i que je représente dans le plan complexe par un point. Et ça va me donner une représentation des nombres complexes où on voit différents points. Ici, on a le nombre 1, 2, 3, 1 demi, 1 plus i, 2 moins i, moins 2i, i, 2i, moins 5 tiers plus i, etc. Et donc, c'est une manière de se représenter les nombres complexes, une manière commode pour comprendre comment on ajoute les nombres complexes. Parce que là aussi, on est habitué, quand on fait de la géométrie, ou on est habitué depuis le lycée, je ne sais pas exactement à quel niveau au lycée, on est habitué à ajouter des vecteurs, à trouver des parallélogrammes, à placer ces points dans le plan, à se repérer dans un plan, dans un plan ou sur une carte. Moins 2i, là c'est moins i, c'est ça? C'est moins i et c'est marqué moins 2i, donc il y a quelques erreurs qui se sont glissées qu'il faudra que je corrige. J'espère qu'il n'y en a pas trop. Donc là, c'est pas moins 2i, évidemment, c'est moins i. Donc maintenant que j'ai cette représentation géométrique des nombres, je sais ajouter des nombres complexes. Qu'est-ce qu'il faut évidemment que j'apprenne à faire? Quand j'ai des nombres, j'aime bien les ajouter, mais j'aime bien aussi les multiplier. Et donc, il va être crucial de passer un tout petit peu de temps pour comprendre comment on multiplie des nombres complexes.
Alors pour multiplier des nombres complexes, l'opération n'est pas si géométrique, si simple, c'est pas totalement évident. En fait, il y a une interprétation géométrique qui va venir, dont ceux qui sont en université là ou en classe prépa, vous avez dû voir un petit peu, mais on va remémoriser parce que c'est important. Alors la première chose, c'est que pour repérer un nombre complexe, et pour pouvoir les multiplier et comprendre ce qui se passe quand on multiplie, on va introduire une autre description du nombre complexe par ce qu'on appelle son module et son argument. Alors quand j'ai un nombre complexe comme 1 plus i, il y a pour caractériser ce nombre dans le plan complexe, on peut regarder également sa distance à l'origine. La distance à l'origine, alors si j'ai le nombre 1 plus i, ça me fait un carré de côté 1 et 1, donc la distance à l'origine, c'est racine de 2. Et on peut regarder l'angle qui est fait entre l'axe des abscisses et la demi-droite qui est issue de l'origine et qui passe par mon nombre complexe. Et là, ça va faire un angle de 45 degrés. Un angle d'un huitième de tour. Et pour ceux qui aiment, un angle de pi sur 4 radians. Donc, ça, c'est une manière de repérer le nombre complexe en disant que je vais utiliser son module, la distance à l'origine, et l'argument. Alors, quand je veux multiplier des nombres complexes entre eux, l'opération, c'est l'opération standard, habituelle que vous avez de faire, que vous pourriez imaginer. Vous prenez un nombre comme 1 plus i, vous voulez le multiplier par 3 plus 2i, ben vous allez développer votre expression, 1 fois 3 plus i fois 3, plus 1 fois 2i, plus 2 fois i. Et une fois que vous tombez sur i fois i, vous remplacez par moins 1, parce que i fois i, comme i c'est la racine carrée de moins 1, i fois i ça fait moins 1. Et donc après vous pouvez simplifier votre expression, 3 moins 2 ça fait 1, 3i plus 2i ça fait 5i. Je vous préviens, je suis très mauvais en calcul, donc je peux faire des erreurs. Donc l'opération pour multiplier des nombres complexes entre eux, c'est pas difficile. On multiplie comme d'habitude, et à chaque fois qu'on voit i fois i, on remplace par moins 1. C'est la règle habituelle. Mais géométriquement, ça, je ne comprends pas bien ce qui est en train de se passer. Et si je prends mes nombres complexes sous la forme module et argument, la compréhension géométrique devient plus aisée. Alors quand on ajoute des nombres complexes, alors je n'ai pas précisé, mais enfin je n'ai pas défini pour ceux qui ne connaissent pas les nombres complexes. Hein, quand j'ai 1 plus i, on dit que 1 c'est la partie réelle, que i c'est la partie imaginaire. Donc on ajoute juste les parties réelles, les parties imaginaires, et géométriquement ça devient l'opération de translation. Ajouter un nombre complexe, ça revient à translater le nombre complexe. Quand je multiplie des nombres complexes entre eux, l'opération se passe bien sur module et argument. Les distances à l'origine se multiplient entre elles, et l'angle avec l'axe des abscisses, les arguments s'ajoutent. Alors je vais essayer de voir si je peux vous faire une petite animation. Je vais prendre le temps peut-être juste pour essayer d'illustrer ça. Est-ce que j'ai un logiciel de géométrie dynamique? Oui, il faut que je le trouve. Il est où? Il est là, voilà. Voici. Donc je vais prendre un nombre complexe. Voilà, 1 plus 2i. Je vais prendre une figure géométrique. La première qui me vient, allez, je vais faire un polygone régulier avec 5 points, ça sera plus joli. Voilà. Et puis, je vais
je vais ajouter, donc je vais définir un point en ajoutant celui-ci. Alors il faut juste que je repère leur nom à ces points. Ce point, il s'appelle Z1. Voilà. Donc je vais définir un point qui sera, et celui-là il s'appelait comment? Celui-là il s'appelle B. Bon, ce point, ça va être B plus Z1. B plus Z1. Voilà. Et normalement, je dois pouvoir faire quelque chose qui s'appelle le lieu. C'est où ça? Ça va être ici? Non. Ça va être là, le lieu. Ah. Je réessaye. Ah oui, non, d'accord. Si je m'y prends avec un polygone comme ça ne va pas marcher, donc je vais le faire différemment. Je vais plutôt faire un cercle, comme ça le point pourra décrire le cercle. Voilà. Et donc, je peux définir un point. Celui-là, c'était toujours B. Ça marchera peut-être mieux. B plus Z1. Et donc maintenant, je dois pouvoir faire le lieu de ce point. Ah, ça ne marche toujours pas. Bon, je m'étais entraîné à le faire avant, mais ça ne veut pas. Lieu, point du lieu, point dont il dépend. Point du lieu, c'est celui-là. Point dont il dépend. Ah oui, d'accord. On va continuer à... Non, mais voilà, maintenant mon lieu est défini. Je prends un point sur le lieu. Et ce point s'appelle C. Donc je vais faire C plus Z1 et ça marchera peut-être mieux. On va y arriver. Et donc je fais le lieu, celui-là, qui dépend de ce point-là. Voilà. Et donc si je suis en train d'ajouter le point Z1, on voit que je suis en train de translater. Au fur et à mesure que je déplace, je peux déplacer mon cercle. Quand ça me déplace le cercle de la translation du vecteur représenté par le nombre Z1. Alors, ce que je voulais représenter maintenant, c'est la multiplication par I. Je ne peux pas déplacer ce point. C'est l'origine du... Donc, je vais prendre un autre cercle. Et je veux multiplier ce cercle par un nombre complexe. Donc, c'est pareil. Je vais essayer de multiplier ce cercle par le nombre complexe Z1. Donc pour multiplier ce cercle, au lieu de définir mon point comme C plus Z1, je vais le définir, comme E fois Z1. Donc ce cercle, ça va être E fois Z1. Alors celui-là, je peux l'effacer. Et pareil, je vais définir le lieu de ce point. Est-ce que j'ai fait la même erreur que tout à l'heure? B fois Z1. Le lieu. Voilà. Donc, si je multiplie par 1, ça ne me change pas mon cercle. Si je multiplie par 2, ça me grossit mon cercle. Si je multiplie par 3, on voit que ce qu'on est en train de faire ici, c'est qu'on fait une homothétie de rapport 3. Est-ce que tout le monde, qui ne sait pas ce qu'est une homothétie? Pareil, les lycéens.
Donc une hométhétie, bah, vous regardez, c'est ce que je suis en train de faire. Donc je prends l'origine du repère, je prends ma figure et je multiplie toutes les distances par 3, par 4, par 2, par 1, par 0, par moins 1, ce qui me donne le symétrique, ou par moins 2. D'accord ? Maintenant, qu'est-ce qui va se passer quand je multiplie par i ? Si on a tout suivi, quand je vais aller multiplier par i, normalement, ça doit me faire un quart de tour. Donc si je multiplie par 0, quand je vais multiplier par i, ça me fait un quart de tour. Quand je multiplie par moins 1, ça me fait un demi-tour. Quand je multiplie par moins i, ça me fait un quart de tour dans l'autre sens. Et quand je multiplie par 2i, ça commence par me faire un quart de tour, et après, ça me grossit la figure d'un facteur 2. Quand je multiplie par 3i, ça me fait un quart de tour, ça me multiplie la figure, ça me grossit la figure d'un facteur 3. Quand je multiplie par 1 plus i, alors on a dit, ça multiplie les distances, et ça ajoute les arguments. L'argument, ça fait tourner. Alors si je prends 1 plus i, multiplié par 1 plus i, 1 plus i, il est ici, à un angle de 45 degrés. Donc multiplié par 1 plus i, ça va faire tourner d'un huitième de tour, faire tourner de 45 degrés, et ça va multiplier les distances d'un facteur racine de 2. Parce que la distance à l'origine de 1 plus i, c'est racine de 2. Donc si je multiplie par 1 plus i, ça me tourne la figure d'un huitième de tour, et ça me la grossit d'un facteur racine de 2. Voilà géométriquement comment moi je comprends la multiplication par un nombre complexe. Multiplier par un nombre complexe, ça revient à grossir les distances d'un facteur, la distance de mon nombre complexe à 0, et tourner d'un angle l'angle que fait l'axe des abscisses avec mon nombre complexe. Bien. Donc ça, c'est ma vision géométrique. C'est la vision géométrique normalement qu'a toute personne travaillant sur les nombres complexes. Alors je reviens à mon exposé. Et on va passer un petit moment là, dans un premier temps, à essayer de jouer avec ces nombres, à manipuler ces nombres complexes pour la raison pour laquelle ils ont été inventés, à savoir trouver des racines de polynômes. Alors les questions sont en principe très simples, et puis au bout d'un moment ça commence à se compliquer. Donc d'abord, quelles sont les solutions de P de x égale 0 quand P de x égale x carré moins 1 ? Vous levez la main parce que sinon Oui ? 1 et moins 1. Ensuite, x carré moins 2. Quelqu'un d'autre, pas toujours les mêmes. Oui ? Racine de 2. Plus ou moins, racine de 2. Racine de 2 moins racine de 2. Vous remarquez évidemment, mais ça vous le savez tous, quand on a un polynôme de degré 2, il y a deux solutions. Parfois, il n'y a qu'une seule solution. Par exemple, quand je fais x moins 1 au carré. Et quand on fait des mathématiques, on dit oui, non, mais c'est une solution double, elle compte deux fois en fait. On triche. On fait tout ce qu'il faut pour qu'il y en ait deux quand c'est un polynôme de degré 2. Allez, x carré plus 1, puisque vous êtes maintenant des experts, vous l'étiez en fait pour la grande majorité des nombres complexes, x carré plus 1, les racines sont i et moins i. Voilà, il y en a deux, toujours. Il n'y a pas que i, il n'y a pas que la racine qu'on a choisie, qu'on a appelée i. En fait, il y en a deux. D'ailleurs, d'un point de vue, quand on fait de l'algèbre, i moins i, quelle est la différence ? Il n'y en a pas une qui soit préférée par rapport à l'autre. Quand on commence à représenter géométriquement, puisqu'on vit dans un monde un petit peu orienté, on peut dire i, c'est celle qu'on représente géométriquement dans le demi-plan supérieur, et moins i, celle qui est en bas. Mais ça, c'est un effet de la représentation. En fait, il y a deux racines, et puis on en appelle une i, et puis l'autre, elle s'appelle automatiquement moins i, parce que les racines carrées, elles sont toujours opposées. Bon, là, on est dans le cadre du programme de lycée, les racines carrées de ax carré plus bx plus c. Personne pour prendre la parole? Tout le monde a oublié, zut, quelle horreur. On calcule le discriminant et ensuite on a plus ou moins b.
Bon, alors ça, je dirais que c'est ce qu'on enseigne. J'avoue même, c'est B carré moins 4AC, et puis sur 2A. J'avoue même que, même moi, j'arrive à retenir cette formule. Mais en fait, imaginez-vous arriver à l'école, au lycée, en première, et ça s'enseigne en première, ça, ou en seconde, je ne sais plus. Première, et commencer à dire, bon, bah, les solutions sont B plus ou moins racine de B carré moins 4AC sur 2A, on ne sait pas d'où ça sort, on a retient ça par cœur, c'est trop dur à retenir, on l'oublie, on ne s'en sort pas. Il est absolument fondamental de savoir d'où ça vient. Et la manière dont on peut retenir, ça va être important pour commencer à parler des racines des polynômes de degré 3, parce que si je vous balance la recette et je vous dis c'est ça les solutions, vous n'allez pas retenir. Donc, c'est important d'avoir un petit peu des idées géométriques derrière et de dire, première approche possible qui ne va pas être géométrique, mais on peut dire dans un premier temps que j'ai mon polynôme ax carré plus bx plus c. La première chose que je fais, résoudre ça égale 0, c'est la même chose que de mettre a en facteur et dire que c'est quelque chose de la forme x carré plus px plus q. Une fois que j'ai mis a en carré, ça me détermine les p et les q, je n'ai pas besoin de faire le calcul. En fait, la formule ne m'intéresse pas, c'est la méthode, donc j'aurai des nombres. Ce que j'ai gagné, c'est que là, j'ai mis un facteur 1. Et puis à partir de là, même, je peux l'écrire 2p. Hein, je peux toujours diviser par 2, remultiplier par 2. Je peux toujours le mettre sous la forme 2px. Et là, je commence à identifier que c'est x plus p au carré. Et puis, moins, plus quelque chose qui me reste, plus un q' qu'il faudra que je calcule. Là aussi. Mais je peux toujours commencer par dire que c'est le début de x plus p au carré que j'ai développé, puisque quand je développe de x plus p au carré, ça me fait x plus 2px plus quelque chose, plus un nombre. Et résoudre ça, maintenant, ça devient très facile, parce que les solutions, c'est les solutions de x plus p au carré égale moins q'. Alors vous remarquerez que votre q', c'est justement ce que vous appelez delta, hein, une fois que vous aurez fait les calculs, ou peut-être divisé par quelque chose. Et là, donc, vous trouvez les solutions. X plus p, c'est plus ou moins racine de moins q'. Et d'ailleurs, il n'y a pas de problème à se poser que q' est positif ou négatif, puisqu'on peut parler de la racine carrée des nombres négatifs. On n'a plus de souci maintenant de savoir est-ce que q' est positif ou négatif. Et donc, ça vous donne les deux solutions, x égale moins p, plus ou moins la racine de moins q'. Voilà. Donc ça, c'est la méthode au lieu de la recette. Je m'y prends par étapes. Et le point clé, c'est que ici, quand je suis à ce niveau-là, j'identifie que c'est le début d'un carré. Ça va, tout ça, c'est bon. Donc, à partir de là, on va pouvoir s'interroger quelles sont donc les solutions de x³ moins 1 égale 0. Hein, vous prendra la parole. Oui. Il y a 1 qui est solution. Donc ça, c'est une solution de x³ moins 1 égale 0. C'est x égale 1. Ça fait une première solution. Oui. Comment? Alors, moins i fois 1, c'est ça? Alors, si je prends moins i fois 1, d'abord, les règles, ça se passe bien. Moins i fois 1, ça fait moins i. Maintenant, quand je prends moins i, si je fais ça au cube, moins i au cube, ça fait moins i fois moins i fois moins i. Donc, moins i fois moins i, ça fait moins 1. D'accord? Fois moins i. Et ça fait i. Ça fait pas 1. Oui? On va définir un nombre j exponentiel de qui sur 3. Bon,
Donc là, c'est quand on est en... Non, 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 il y a deux méthodes. Il y a deux méthodes. On ne va pas définir un nombre. On va voir ce que c'est ce nombre. On va se le représenter. Alors, première méthode, oui. On va dire qu'en fait, déjà, il faut que le module de x égale 1, et ensuite, ça marche pour que les racines sont également réparties, donc ça fait un triangle équilatéral. Oui, mais ça, pourquoi? Pourquoi les racines sont aiguës? Parce que les arguments oui. Alors, je vais aller plus doucement hein, pour nos deux lycéens qui sont là, pour ne pas aller trop vite. Mais vous verrez tout ça au lycée. Hein. La première solution, c'est pas la solution efficace, c'est pas la solution géométrique, c'est la solution je passe en force. C'est de dire que je vais écrire x moins 1, x cube moins 1. C'est pas celle qui m'est proposée, hein, je la donne quand même. C'est x moins 1. Et je mets en facteur. Et quand je vais développer, ça va me donner x cube moins x carré plus x carré moins x plus x moins 1. Et je prétends que je peux factoriser a au cube moins b au cube comme a moins b facteur de a carré plus ab plus b carré. Et maintenant, j'ai plus qu'à résoudre x carré plus x plus 1 égale 0, mais ça tombe bien, j'ai appris à faire ça il n'y a pas très longtemps, là, sur le tableau de droite, j'ai rappelé. Donc, les solutions, c'est x moins 1,5 au carré plus 1 quart plus 3 quarts égale 0. Ce qui me donne x moins 1,5 égale plus ou moins racine de moins 3 quarts. Autrement dit, plus ou moins i fois racine de 3 sur 2. Et pour finir, x égale 1,5 plus ou moins i racine de 3 sur 2. Voilà. Ça, c'est la méthode pas élégante. Mais qui fonctionne, ça me donne mes solutions. Et la racine plus élégante, c'est celle qui m'est proposée là-haut, plus géométrique, qui consiste à dire élever un nombre au cube, faire x au cube, comme c'est proposé là-bas. Élever un nombre au cube, c'est prendre sa distance à l'origine, son module, et élever cette distance elle-même au cube. Parce que quand je multiplie le nombre par lui-même, ça multiplie la distance par elle-même, et quand je multiplie 3 fois, quand je fais 2 multiplications pour élever au cube, quand je fais z fois x fois x fois x, la distance, elle va être élevée au cube. Et l'argument, comme les arguments s'ajoutent, l'argument va être multiplié par 3. Hein, je vais avoir l'argument plus l'argument plus l'argument pour élever au cube. Donc je prends un nombre, je veux élever au cube, j'élève la distance au cube, et je multiplie l'argument par 3. Et je vais tomber au final sur 1. Donc la distance élevée au cube doit faire 1. Ce qui veut dire que la distance est égale à 1. Ce point, les solutions se trouvent toutes sur le cercle de rayon 1 centré à l'origine. Et ensuite, l'angle qui est fait avec l'axe des abscisses, quand je le multiplie par 3, ça doit me faire un tour complet. Donc j'ai un angle 1/3 de tour. Donc je n'ai pas mis des... Voilà, je ne mets pas les notations exponentielles. Voilà, j'ai un angle 1/3 de tour qui doit me faire... C'est combien? C'est 120 degrés, c'est ça? Voilà. Et j'ai aussi l'angle moins 1/3 de tour, de moins 120 degrés, qui me permet, quand je multiplie par 3, l'angle de retomber sur 1, sur un tour complet. Et donc les trois solutions, j'ai trois solutions qui sont 1, ce point-là à 1/3 de tour sur le cercle unité, et ce point avec moins 1/3 de tour. Voilà. Et vous pouvez vérifier, parce que là, pour le coup, vous connaissez votre cercle trigonométrique avec le cosinus et le sinus, que ici, mon dessin n'est pas très joli, hein, puisque ça me fait moins 1,5, et ici, ça me fait racine de 3 sur 2. Voilà. OK? Donc ça, c'est une approche géométrique. C'est utile
d'avoir l'approche géométrique des nombres complexes, parce qu'on peut dire ça se trouve sur des triangles équilatéraux, ça fait des angles bien répartis. Ça montre l'intérêt d'une approche géométrique par rapport à une approche purement algébrique. On commence à avoir des petites visualisées où se trouvent ces solutions. J'essaye de vendre l'approche géométrique visuelle du nombre complexe, là où on a dit ça consistait à multiplier les angles par 3, ça aide à comprendre où sont ces solutions. Alors, celui-là, il est plus dur, parce que c'est pour résoudre des racines de ce style-là que Tartaglia et Cardan. Alors, l'histoire, c'est que il y a un Italien, je ne sais plus quel nom, qui avait trouvé une méthode, et puis la méthode a été oubliée, et Tartaglia a retrouvé, il y a un concours entre mathématiciens qui s'est mis en place en disant celui qui trouvera le plus vite les racines d'une liste de polynômes qu'on s'est donné, là de degré 3, d'équation de degré 3, il aura gagné le prix. Et en fait, Tartaglia, un mathématicien du nom de Tartaglia, a trouvé une méthode qui lui permettait de donner toutes les solutions de ces polynômes de degré 3. Cardan, qui est un autre, ça c'était en 1535. Cardan, qui était un mathématicien aussi également italien, alors ça se passe à Gênes, ça se passe à Bologne, ça se passe je ne sais plus où. Cardan, on se dit, l'autre il doit avoir une méthode pour avoir trouvé toutes les racines, il l'interroge, son collègue lui dit non, je ne te donne pas la méthode, je la garde pour moi, comme ça je pourrai gagner les concours qui sont à venir. Et Cardan va finir par lui tirer les verres du nez et par trouver la méthode, et l'autre lui dit « Bon, mais tu en parles à personne ». Évidemment, quelques temps plus tard, la méthode est publiée par Cardan publiquement, et Tartaglia, il dit « Mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait? Pourquoi tu me l'as volé ?» Bon, et ça s'est mal passé au final. Cardan a dit « Mais il y avait déjà un autre mathématicien qui l'avait trouvé avant toi, elle n'est pas de toi. » Donc c'est de cette méthode-là qu'on va parler maintenant. Donc, petit exercice, pour ceux qui veulent faire, je le ferai au tableau, je vous rassure, à l'arrivée. Mais si vous le faites vous, ça vous permet de mieux retenir la méthode. C'est pareil, si vous retenez par cœur la solution, ça ne présente pas grand intérêt. Ça ne présente pas grand intérêt parce que j'ai sur mon ordinateur, et vous avez certainement dans vos calculatrices maintenant, la calculatrice, elle va vous donner la réponse. Donc, apprendre la formule alors qu'elle est dans votre calculatrice et qu'elle sort toute seule, où est l'intérêt? Si en plus avoir la formule, ça n'aide pas beaucoup à se représenter, ou ça peut aider à se représenter, mais en soi, là encore, il faut avoir à nouveau la calculette pour avoir une valeur approchée. Parce que racine de 3 sur 2, moi je ne connais pas mes valeurs approchées de racine de 3. Si je sais que je veux représenter sur le cercle unitaire avec un angle de 120 degrés, ça m'aide beaucoup mieux. Si je veux des valeurs approchées des solutions, il y a un petit algorithme qui tourne dans ma calculette. Et il est certainement plus intéressant de savoir comment marche ce petit algorithme qui va permettre de trouver les racines de tous les polynômes, pas seulement de degré 2, 3, 4, mais même de degré 210. Donc là, on pourrait s'interroger sur comment fonctionne l'algorithme. Ça, c'est mon sujet de recherche pour le coup, mais je n'en parlerai pas aujourd'hui. Je ne dirai pas comment fonctionne. Ça fonctionne généralement par la méthode de Newton. Je n'en parlerai pas aujourd'hui. Mais on va essayer de voir, de retenir, de comprendre quelle est la méthode, comme on l'a décrite ici, qui permet de trouver les solutions d'un polynôme de degré 3. Alors je ne sais pas pendant que je parlais là, s'il y en a quelques-uns qui ont effectué leurs calculs, parce que l'objectif c'est que ceux qui voulaient s'en emparer aient le temps de faire quelques calculs. Je ne sais pas comment ces mathématiciens, Tartaglia, Cardan ou l'autre dont j'ai oublié le nom, ont trouvé la méthode. Je ne sais pas pourquoi on va poser U plus 1 sur U. Peut-être que quand on regarde certains cas qui étaient connus à l'époque, on voit des cosinus apparaître, ça a donné des idées, je n'en sais rien. En tout cas, là, maintenant, je sais que si je me dis
quand j'ai x cube moins 3x plus 1 égale 0, quand je vais poser x égale u plus 1 sur u, on va voir ce qui se passe. Alors là aussi, ça requiert de connaître un peu ces identités remarquables, hein, pour voir qu'est-ce qui se passe quand je fais x au cube. U plus 1 sur u au cube, a plus b au cube, ça fait a au cube, plus 3a carré b, plus 3ab carré, plus b au cube. Ça va, même les lycéens, ça me... Bien. Donc u au cube, plus 3 fois u carré fois 1 sur u, ça me fait plus 3u, plus 3 fois u fois 1 sur u carré, ça me fait plus 3 fois 1 sur u, plus 1 sur u au cube. Et donc, quand je vais retirer moins 3x, ça me fait retirer moins 3u moins 3 fois 1 sur u. Et puis, quand je vais rajouter 1, au final, les u vont se simplifier. Il va me rester u au cube plus 1 sur u au cube plus 1. Et quand je veux résoudre ça égale à 0, c'est la même chose que résoudre u puissance 6 plus u puissance 3 plus 1 égale 0. Donc là, on se dit qu'on va réussir à résoudre parce qu'il suffit de poser quelque chose comme y égale u au cube, ce qui nous donne y2 plus y plus 1 égale à 0. Et c'est pour ça que je l'ai fait aussi sous forme algébrique ici. Parce que maintenant, on dit, ah ben je sais déjà, y2 plus y plus 1 égale 0, quelles sont les solutions? Les solutions, c'est y égale ce nombre-ci, ou sont symétriques par rapport à l'axe des abscisses. D'accord? Donc, y, j'ai une solution y1 ici, une solution y2 ici pour mon équation. Et comme ça, ça me représente u au cube. Quand je veux savoir à quoi ressemble u, puisqu'on a compris la géométrie des nombres complexes, où se situent les possibilités pour u, la racine cubique de ce nombre. Qu'est-ce que je dois faire pour trouver la racine cubique d'un nombre qui se trouve sur le cercle à distance 1 avec un angle de 120 degrés? Prendre une racine cubique, la distance à l'origine, je prends la racine cubique, la distance à l'origine c'était 1. Donc ça reste 1, ça reste sur ce cercle. Et pour l'angle, oui, on divise par 3, donc 120 degrés divisé par 3, 40 degrés. Où sont les autres? Donc 40 degrés, c'est un petit peu moins que 45 degrés. Hein. Donc j'ai une solution U1 ici. Après, la subtilité, c'est que quand je multiplie les angles par 3, ça peut, au lieu de me faire un tiers de tour, ça peut me faire un tiers plus un tour complet. Donc ça peut me faire 4 tiers de tour. Divisé par 3, ça fait 4 neuvièmes. Ou alors je dis, je rajoute un tiers de tour ici, à ces 40 degrés, je peux rajouter 120 degrés. Quand je multiplie par 3, ça me rajoute les 360 degrés. Donc au final, j'ai une solution à 120 degrés, une solution à 80 degrés, je pense. Je n'ai pas la solution à 120 degrés parce que la solution à 120 degrés, quand je multiplie par 3, ça me donne 1. Ensuite, j'ai une solution à combien? 120 plus 40 à 160 degrés. Quand je multiplie 160 par 3, que je ne dise pas de bêtises, 160 fois 3, ça me fait 480. Ça me fait 360 degrés plus 120. Ça va, ça marche. Donc j'ai une solution à 160 degrés, et puis j'ai une solution ici à moins 160 degrés, une solution à moins 80 degrés,
et une solution à 40 degrés. Hop. En fait, mes solutions, elles viennent par symétrique par rapport à l'axe des abscisses. Donc j'ai une solution U1 ici, une solution U2 ici. Qu'est-ce qui se passe quand je fais le produit U1 fois U2? U1 fois U2, les distances à l'origine se multiplient, donc ça fait 1 fois 1. Et les angles s'ajoutent. Donc 40 degrés dans un sens, moins 40 degrés. J'ajoute les jambes, je tombe sur 1. Donc en fait, U1 et U2, c'est U1 et 1 sur U1. Là, j'ai U1 et ça, c'est 1 sur U1. Pour la même raison, ici, j'ai une solution U'1 et là, j'ai une solution 1 sur U'1. Et pour finir, j'ai une solution U seconde et 1 sur U seconde. Et donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je rappelle, c'est mon problème d'origine, j'ai trouvé les valeurs de U, c'était de trouver U plus 1 sur U. Donc les solutions de mon polynôme de départ, quand je prends la première, je vais ajouter U1 et U2. Alors, ça me fait une jolie figure parce qu'ils sont symétriques. Ici, quand j'ajoute ces deux nombres, U1 plus U2, je vais trouver un joli parallélogramme. Ça ne se voit pas que c'est un parallélogramme. Hein. Et ce point-là, ça va être 2 fois celui-ci. Et celui-ci, c'était cosinus 40 degrés. Donc première solution, c'est 2 fois cosinus 40 degrés. La deuxième solution, c'est 2 fois cosinus 80 degrés. Et la troisième solution, c'est 2 fois cosinus 160 degrés. Et voilà mes 3 solutions de mon polynôme x cube moins 3x plus 1. Je trouve 3 solutions, 2 fois cosinus 40 degrés, 2 fois cosinus 80 degrés, 2 fois cosinus 160 degrés. Bon, vous avez à peu près compris la méthode. Ici, on a commencé par poser x égale u plus 1 sur u parce qu'on avait justement un facteur 3 devant le x. Enfin, on était dans une forme à peu près déjà bien mise en forme. Alors la solution, la méthode de Cardan, qui devrait s'appeler la méthode de Tartaglia-Cardan, en fait, c'est qu'on part d'une équation de degré 3. Alors déjà, on met en facteur le coefficient de x3, pour simplifier. À partir de là, la première chose qu'on observe, c'est que le coefficient de x2, là, le a, c'est juste la somme, quand on va regarder, si on développe x moins x1, facteur de x moins x2, facteur de x moins x3, c'est juste la somme des 3 racines. Donc par une translation, on peut ramener le barycentre à l'origine. Autrement dit, la somme des 3 racines est égale à 0. Donc la première chose, c'est de poser x égale y moins a sur 3 pour se ramener à une forme y cube plus py plus q. La deuxième chose à faire, au lieu de prendre u plus 1 sur u quand on a un coefficient p, c'est de savoir qu'on doit prendre u moins p sur 3u. Et à partir de là, l'équation prend toujours la forme souhaitée qu'on vient d'étudier, u puissance 6 plus q puissance 3 plus r. On sait qu'elle doit prendre cette forme. Il n'y a pas besoin de connaître la formule de q en fonction des coefficients ABC. Il y a juste besoin de faire la méthode et on verra. Il faut juste savoir que quand on pose y égale u moins p sur 3u, là, il faut savoir qu'il y a un coefficient à mettre sur le 1 sur u pour que la forme se simplifie. Et il n'y a plus qu'à résoudre u cube égale, puisque u cube satisfait une équation de degré 2, qu'on sait résoudre les équations de degré 2, et ça nous donne les valeurs de u. On les regroupe, ici elles viendront toujours par paire u1 sur u, on les regroupe et on trouve les 3 racines du polynôme. C'est comme ça que faisait Tartaglia pour trouver toutes les solutions des polynômes de degré 3 qu'on lui donnait. D'accord? Il existe une méthode similaire pour les polynômes de degré 4,
Et il existe un théorème qui est dû à Évariste Galois qui dit qu'à partir du degré 5, il n'y a plus de méthode qui marche. Donc à partir de degré 5, ce n'est pas la peine d'essayer de trouver une méthode subtile. Il y a quelques polynômes pour lesquels vous aurez une méthode qui marche, mais vous n'avez pas de méthode qui marche de manière générale et qui vous donne la solution avec des racines carrées et avec des opérations algébriques habituelles, comme ici. Ici, on n'a que des... En fait, si on regarde, on n'a que des racines carrées et des racines cubiques qui interviennent. J'ai mis cosinus parce que c'était plus simple à écrire. Ça s'écrit aussi en termes de racines carrées et de racines cubiques. Alors, qu'est-ce qu'on fait à partir de là? Quand on veut trouver des solutions, on va devoir trouver des valeurs approchées de la solution. Et de toute façon, quand vous avez racine carrée, la première chose que vous voulez, vous, en général, pour représenter, c'est une valeur approchée de racine carrée. Là, on rentre dans l'algorithmique, dans des petits algorithmes qui vous donnent les solutions valeurs approchées. Vous avez fait de l'algorithmique au lycée, vous continuez d'en faire un peu en licence ou en classe prépa, je suppose. C'est à ça que ça sert, notamment, hein, pas que à ça. Hein, ça vous permet de trouver des valeurs approchées. Alors maintenant, le problème qui m'intéresse moi, aujourd'hui, mais comme je disais, ce n'est pas mon sujet de recherche, c'est, je suis tombé dessus par hasard, parce que c'est apparu dans mon sujet de recherche, et puis en allant voir sur Internet, j'ai trouvé de superbes images que j'ai envie de vous montrer. On va s'intéresser. Bon, il y a un jeune mathématicien qui lui aurait pu gagner le prix Fermat Junior en candidatant d'ailleurs, qui s'est dit, alors c'est une histoire, enfin là aussi c'est une histoire, il ne s'est pas dit comme ça tout seul dans son coin, je vais étudier ça, il y a des collègues à lui, d'autres qui avaient regardé un petit peu avant lui, qui avaient commencé à tracer des images. Est-ce que je peux me représenter? Je vais regarder les polynômes, alors je ne vais pas me limiter aux polynômes de degré 2, de degré 3 ou de degré 4, mais par contre on va limiter les coefficients du polynôme. Et on se dit, si je regarde les polynômes qui ont comme coefficient que D1, est-ce que je peux dire quelque chose de la position de leurs racines? Alors là, ce n'est pas très dur. Parce que si je regarde, on l'a plus ou moins fait tout à l'heure, si je ne regarde, c'est un choix, hein, moi je dis que D1, mais on aurait pu dire que D2. Je vais me prendre le polynôme 1 plus x, sa seule racine c'est moins 1. Le polynôme 1 plus x2, qu'est-ce qu'on a vu tout à l'heure? C'est qu'elles étaient sur le cercle unité avec un angle de plus ou moins 120 degrés. Et ça, c'est parce que si je multiplie par 1 moins x, ça me donnait 1 moins x cube. Si je fais 1 plus x2 plus x3 et que je multiplie par 1 moins x, ça me donne quoi? Ça me donne 1 moins x4. Et puis il y a une formule générale, si je prends que D1 et que je multiplie par 1 moins x, je trouverai 1 moins x puissance n. Et les solutions de x puissance 4 égale à 1, elles se trouvent sur un carré. Elles se trouvent tout le temps sur le cercle unité et elles se distribuent, c'est ce qu'on appelle les racines de l'unité. Et on est en train de parler de polynômes cyclotomiques et des choses comme ça, mais on ne va pas rentrer dans des... Mais les racines vont se trouver automatiquement sur le cercle unité, elles se distribuent quand je suis avec x puissance n sur un polygone régulier à n côtés. Donc si je n'y mets que D1, c'est facile à comprendre. Et donc, je dirais le génie de cet étudiant de l'université de Warwick, c'est de se dire qu'est-ce qui se passe si je mets que D1 et D-1. Je m'autorise à mettre soit D1, soit D-1. Alors on peut commencer à faire la liste. On peut essayer de comprendre ce qui se passe. Et on va dire, quand je suis en degré 1, j'ai 4 polynômes possibles avec des coefficients qui seront des 1 ou des moins 1. J'ai x plus 1, x moins 1, moins x plus 1, moins x moins 1. Très vite, je me rends compte qu'il y a une redondance parce qu'en fait, j'ai le polynôme et moins le polynôme. Donc en fait, je vais trouver que 2 racines qui sont 1 et moins 1. Si je passe en degré 2,
Je trouve 1 plus x2 dont on a déjà dit que les racines, elles étaient sur le cercle unité avec un angle de 120 degrés et de moins 120 degrés. Après, j'ai x2 plus x-1 qui a ses racines quelque part ailleurs. Je peux faire mon discriminant, trouver les racines. Et puis au final, je trouve 4 racines. J'en trouve même 8. Je trouve plus ou moins 1,5, plus ou moins i racine de 3 sur 2, plus ou moins 1,5, plus ou moins racine de 5 sur 2. Suivant les 4 cas. Moi, ça ne me parle pas, vous aurez compris, j'ai besoin de me le représenter géométriquement. Donc je prends mon GeoGebra, je lui demande de me placer les points. J'écris un peu de texte dessus. Voilà où se trouve, on n'a pas que des solutions sur le cercle unité. On a 4 solutions sur le cercle unité avec 60, 120 degrés, moins 60 degrés, moins 120 degrés. Et puis 4 solutions sur l'axe réel, en plus ou moins 1,5, plus ou moins racine de 5 sur 2. Bon, voilà, ils sont quelque part. Et puis on continue de regarder. Et on dispose maintenant de logiciels qui peuvent calculer. Alors, quand je suis en degré 24, j'ai combien de polynômes de degré 24 avec des coefficients plus ou moins 1? Ouais, c'est-à-dire, plus simplement pour commencer. 2 puissance 24. Hein, après, j'en ai peut-être que 2 puissance 23 ou j'en ai effectivement 2 puissance 24 parce qu'en degré 24, j'ai 25 coefficients, mais on a dit le coefficient de x puissance 24, on n'a qu'à mettre 1 parce que sinon ça nous fait 2 fois les... Donc j'ai grosso modo 2 puissance 24 polynômes. Et sur ces 2 puissance 24 polynômes, à chaque fois, ça me donne une liste de 24 solutions. Donc j'ai 24 fois 2 puissance 24 points, ça fait plusieurs millions de points. Ça tombe bien pour nous, on ne va pas les calculer à la main, on va le faire par l'ordinateur. À l'époque où cet étudiant le fait, ça lui prend 3 jours de le faire par l'ordinateur. Maintenant, on doit bien s'en sortir en quelques minutes avec nos ordinateurs actuels, mais il faut juste le programmer. Pour programmer, de lui dire de parcourir les 2 puissance 24 polynômes. Et puis, il faut savoir comment on trouve les positions, les valeurs approchées. Soit on utilise son logiciel de calcul formel qui est relativement lent parce que c'est un logiciel de calcul formel qui fait beaucoup plus que trouver les racines des polynômes. Soit on programme un algorithme qui s'appelle la méthode de Newton et ça nous permet de trouver assez vite les racines. Et on obtient la figure suivante quand on va tracer la position des racines. Voilà. On tombe sur cet ensemble et on voit que les racines, elles ne se trouvent pas n'importe où. Elles sont délimitées dans une certaine zone. On peut commencer à regarder, à compter dans les régions combien il y a de racines, mettre une couleur, et plus la couleur est claire, plus on a de racines. Ce qui veut dire, pour donner une idée de la taille, ça c'est le cercle unité qu'on voit ici en jaune. Et donc la majorité des racines se trouve sur le cercle unité, ou proche du cercle unité. On a vu ici, quand on prenait que des coefficients 1, elles étaient toutes sur le cercle unité. Et en fait, le fait de mettre des coefficients 1 et moins 1, elles vont sortir du cercle unité, mais la majorité d'entre elles vont être proches du cercle unité. Elles se concentrent, la majorité d'entre elles, près du cercle unité. En tout cas, c'est ce qu'on observe, et c'est ce qu'on peut essayer de démontrer. On peut également observer, quand on fait le puissance 24, qu'il y a des petits trous ici, autour de 1, autour de moins 1, autour de i, et se demander, est-ce qu'on a des régions là où il n'y a pas de racines? Et la réponse, si on fait un petit peu, et là ça demande un travail mathématique, c'est pas évident, je ne le ferai pas aujourd'hui, mais on peut montrer que non, il n'y a pas de trou, c'est juste qu'en degré 24, il n'y en a pas, mais si on attend que le degré soit suffisamment grand, alors on va en avoir quelques-unes qui s'y mettent, elles mettent juste du temps, il faut monter haut en degrés avant de commencer à en voir qui se rapproche de 1. Donc pour la même raison, on peut se dire, oui, bah alors peut-être que quand j'augmente en degrés, là, je vais en avoir quelques-unes qui vont se rapprocher de 0. Alors, je vais faire un petit essai. Et je vais me demander, juste pour essayer de comprendre, je vais prendre un nombre je vais me demander si mon x, là,
je peux avoir, je vais me demander si, comment je m'y prends. Je vais m'y prendre sur un exemple. Je vais dire, je prends x égale 1/4, et je vais me demander, est-ce que 1/4, ça peut être une racine d'un polynôme à coefficient plus ou moins 1? Je vais me poser cette question. Alors j'ai un premier coefficient, et puis après, je rajoute plus ou moins 1/4. Et ensuite, plus ou moins 1/4 au carré. Plus ou moins 1/4 au cube. Alors quand je vais essayer de... Donc je suis parti de 1. Et puis le but, c'est plus ou moins 1/4 à la puissance quelque chose. Et je veux savoir, est-ce que ça peut être égal à 0? La taille maximale que je peux avoir pour cette chaîne-là de nombres qui s'enchaînent, ça va être quoi? Même en lycée, normalement, on est capable de dire qu'au maximum, j'ai bougé de 1/4, 1/4 au carré, 1/4 au cube, et ça s'appelle une suite géométrique. Et la somme des termes d'une suite géométrique, je sais faire. Et donc, au maximum, j'ai bougé d'1/4 plus là, plus... ça me fait... ça me fait... c'est le même calcul que quand je dis 1 plus x2 plus xn, ça fait 1 sur 1 moins x. Donc, au maximum, j'aurais bougé de 1 sur 1 moins 1/4. Au maximum, la distance que je vais pouvoir parcourir, ça va être ça va être 1/4 en facteur de 1 plus 1/4 plus 1/16e plus 1 sur 16 fois 4, ça fait 64. Donc au maximum, ça va parcourir ici 3/4, 4/3, 1/3. Donc je pars de 1, je parcours ensuite une distance au maximum de 1/3, je ne peux pas revenir en 0. Et en fait, vous arriverez facilement à vous convaincre que si vous prenez un nombre de modules plus petit que 1,5, vous partez de 1, et au maximum, 1,5 plus 1/4 plus 1/8e plus 1/16e, vous n'arriverez jamais à revenir jusqu'en 0 si vous partez d'un nombre de modules plus petit que 1,5. D'accord? Donc on sait d'entrée de jeu que dans le disque de rayon 1,5, il n'y a jamais de racine. Et en dehors du disque de rayon 2, pour la même raison, en dehors du disque de rayon 2, il n'y a jamais de racine. Petit exercice là aussi, je ne vais pas vous le faire, et puis le temps tourne, donc je n'ai pas le temps. Si x est une racine d'un polynôme à coefficient plus ou moins 1, 1 sur x est également une racine d'un polynôme à coefficient plus ou moins 1. Est-ce qu'il y en a qui savent comment on passe de x est racine, alors 1 sur x est racine d'un autre polynôme? J'aime pas les formules. Réponse oui, mais j'aime pas les formules. On échange le premier et le dernier coefficient, l'avant-dernier. Voilà, on échange l'ordre des coefficients. Au lieu d'avoir les coefficients A0, A1, A2, on les met dans l'autre ordre, on part de AN à N-1. Donc, changer l'ordre des coefficients, ça fait que si x était racine du premier polynôme, quand on change l'ordre du coefficient, c'est 1 sur x devient racine du polynôme. Et donc, quand je change l'ordre du coefficient, si les coefficients sont des plus ou moins 1, quand je change l'ordre des coefficients, ça reste des coefficients plus ou moins 1. Donc, la figure, à chaque fois que j'ai x qui est solution, 1 sur x est solution. L'opération de 1 sur x, on a dit quand je suis sur le cercle unité, on l'avait vu très rapidement, je ne l'ai pas mis en avant, mais sur le cercle unité, ça donne le point symétrique par rapport à l'axe des abscisses, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'on doit prendre l'angle opposé, puisque les angles s'ajoutent, et la distance, on doit prendre la distance 1 sur x. Donc le symétrique du point qui est par ici, c'est un point qui est par là. Hein, l'angle opposé, et quand je prends un point à l'extérieur, il se retrouve à l'intérieur. Ça, c'est un agrandi. Il y a aussi, si x est solution, le symétrique par rapport à l'axe des abscisses est solution. Si x est solution, le symétrique par rapport à l'axe des ordonnées est solution. Donc il y a tous ces petits exercices qu'on peut faire. La figure, comme vous le voyez, elle a des symétries droite-gauche, des symétries au bas. Et il y a une symétrie qu'on connaît moins bien, qui est la symétrie extérieure-intérieure, qui est donnée par 1 sur x. Voilà.
Donc on peut se concentrer sur ce qui se passe dans le disque unité et puis un quart de plan. Ça nous permet de faire des zooms et de voir un petit peu mieux cette structure fragmentée, cette structure fractale. Voilà, moi je commence à être dans mon domaine là quand je vois des fractales parce que j'étudie ce qui s'appelle les suites définies par récurrence. Vous avez tous vu ça, je fais des suites définies par récurrence de nombres complexes. On tombe naturellement sur des objets fractals. Et donc quand j'ai vu, moi, racine polynôme à coefficient plus ou moins 1, on tombe sur des objets fractals, voilà, j'ai des jolies images, je veux comprendre. Et pourquoi? Pourquoi a-t-on une structure fractale qui apparaît? D'où ça vient? J'ai un problème très simple, là je mets que des coefficients plus ou moins 1, hop, j'ai une fractale qui apparaît. Pourquoi? Alors on va observer la fractale, on regarde à d'autres endroits, là c'est près de l'axe réel, on voit cette espèce de structure en fougère. Bon, je sais pas, je dis fougère parce qu'il y a des gens qui appellent ça des fougères. On regarde à un autre endroit, on voit des choses un peu plus... voilà, on observe. Quand on fait des maths et qu'on a l'habitude alors il y a plusieurs types de mathématiciens, mais... Moi, je suis plutôt, alors je suis à cheval entre l'analyse, parce que je fais les nombres complexes, je fais des nombres, là, je fais des polynômes, j'ai fait quelque chose d'horrible pour un algébriste, j'ai mis une inégalité, là, c'est un truc d'analyse de mettre les inégalités, les algébristes, eux, ils mettent des égalités, ils ne mettent pas des inégalités. Donc j'ai mis une inégalité, ça veut dire que je suis un analyste. J'ai fait des estimations, là, j'ai dit ce nombre, il est plus petit que un tiers. Mais je suis aussi un géomètre, j'aime bien représenter les choses. Et d'ailleurs, les gens qui étudient les nombres, les racines des polynômes et qui font de la géométrie, ça s'appelle des géomètres algébristes. Et la géométrie algébrique, ça vient de l'interaction entre les solutions de polynômes et les représentations géométriques qu'on peut en avoir. Donc quand je fais de la géométrie, je commence par observer. Je regarde et j'essaye de dire est-ce que je vois une structure qui se dégage. En fait, je ne fais pas que ça, je fais... oui, mais ce dessin-là, je l'ai déjà vu en fait avant. Moi, vous ne l'avez pas déjà vu avant. Mais moi, je l'avais déjà vu ce dessin qu'on a ici, toutes ces structures. Et je l'ai vu dans un cadre complètement différent, qui n'avait rien à voir avec les polynômes à coefficient plus ou moins 1. Et donc, c'est ce cadre que j'ai envie de vous présenter maintenant. Donc, pour vous le présenter, je vais vous présenter dans un premier temps ce qu'on appelle le jeu du chaos. Alors on va revenir sur ces histoires de similitudes et se demander qu'est-ce qui se passe quand je compose des similitudes. Alors jeu du chaos, il est ici. Alors j'ai le problème d'être sur un Mac, il faut que je surveille le temps qui passe, hein. Il ne me reste pas beaucoup de temps, mais c'est pas grave. Je vais loger, je pense. Le jeu du chaos, quand je le fais tourner, alors c'est un jeu qu'on peut trouver en ligne. On fait Chaos Game, on trouve en ligne, on peut jouer en ligne. Sur un PC, ça marche mieux que sur un Mac. Le Mac, il line pas bien le code, je ne sais pas pourquoi. Au lieu de mettre des jolis petits boutons rouges, il met un gros rectangle avec un R. Mais plus gênant, quand on va passer au logiciel d'après, il n'affiche pas à l'écran ce que je tape. Et je voulais un PC pour que ça passe mieux et que vous voyez les valeurs que je mets. J'ai un Mac, c'est pas grave. Alors on commence par le jeu du chaos. Le but du jeu, c'est le petit point rouge ici, il faut l'amener à l'intérieur du triangle vert. Les déplacements, parce qu'on a des règles du jeu quand même, les déplacements, quand j'appuie sur un bouton, le point parcourt la moitié de la distance qu'il sépare du sommet, correspondant au point. On fait une homothétie de rapport 1,5 et on se rapproche. Mais comme je ne veux pas l'amener sur le bord, mais que je veux l'amener sur l'intérieur, à l'intérieur du triangle, pas juste sur le bord, là, je n'ai pas encore gagné. Donc je peux appuyer sur le bouton bleu et je vais parcourir la moitié de la distance qui me sépare du sommet bleu. Je peux appuyer sur le bouton vert, ça me fait parcourir la moitié de la distance qui me sépare du sommet vert. Et là, la moitié à nouveau. Et mon objectif, c'est d'arriver à l'intérieur du triangle rouge, du triangle vert. Donc là, j'ai réussi. Alors on va essayer. Donc il faut que vous me donniez une suite de couleurs. Là, il y a marqué qu'on peut le faire en 4 couleurs. Une suite avec 4 couleurs qui me permet d'amener mon point à l'intérieur du triangle vert. Et pas ceux qui ont déjà pris la parole. Bleu, pardon.
Bleu, rouge, rouge, rouge. Hop, ça marche. Haute position du triangle. Rouge, bleu. Il faut 4 coups en fait. Mais ça commence bien. Bon, exercice amusant, rouge-vert. Exercice amusant à faire. Alors, je vais vous montrer que moi, je suis vachement doué quand même. Je vais faire, ça, c'était le niveau novice. Chaos Game, vous allez jouer. Je ne vous donne pas la réponse, hein, faut pas. Jeu niveau difficile. Le petit triangle vert, il est ici. Et je vais essayer d'y arriver en 6 coups. On va voir si je suis capable d'y arriver en 6 coups. Ouh, il me reste plus qu'un coup. Voilà. Ça marche. Bon. Pourquoi on a ce dessin fractal qui est apparu là? Quand je suis au jeu novice, quand j'appuie sur un des 3 boutons, est-ce que je peux arriver dans le triangle du milieu? Si j'appuie sur le bouton rouge, j'arrive où? En partant du triangle, où est-ce que je vais arriver? J'arrive dans le triangle du haut. En appuyant sur le bouton bleu, j'arrive dans le triangle en bas à gauche. En appuyant sur le bouton vert, j'arrive dans le triangle en bas à droite. Je ne peux pas venir au premier coup, je ne peux pas tomber dans le triangle du milieu. Donc au deuxième coup, je peux pas, puisque je ne suis pas dans le triangle du milieu, je ne peux pas arriver dans le triangle du milieu en haut, ou dans le triangle du milieu en bas à droite, ou dans le triangle du milieu en bas à gauche. Donc les régions blanches, je ne vais pas pouvoir y rentrer. Mais pour la même raison, je ne peux pas rentrer dans les plus petites régions blanches qui viennent de se dessiner, ni dans les régions suivantes. Et donc, si je regarde l'ensemble des positions où je peux aller, ça me dessine un objet qu'on appelle fractal, parce qu'il a des relations, il est autosimilaire, il se ressemble, il est formé, c'est un gros triangle formé de 3 petites copies de lui-même, qui sont 2 fois plus petites. D'accord? Bon, ça, c'est quand je suis en train de réduire la distance, de diviser la distance par 2 à chaque coup. Alors, quand je multiplie par un nombre complexe, ça ne me fait pas que diminuer la distance par 2, ça me fait tourner aussi. Alors, on va rajouter, on va prendre un autre jeu, le jeu numéro 2, là où, quand on veut jouer, on divise la distance par 2 et on fait un demi-tour quand j'appuie sur le bouton rouge. Je divise la distance par 2, je fais un demi-tour. Et quand je recommence, je divise la distance par 2, je fais un demi-tour. Mais par contre, sur le point bleu, je conserve juste, je divise la distance par 2 et je ne fais pas de demi-tour. Hein, voilà, je peux jouer à ce jeu, regarder ce qui se passe. Et là, quand je vais m'interroger sur les positions où je peux arriver, je vois que j'obtiens un autre dessin qui n'est pas le même dessin que tout à l'heure. Parce que je n'ai pas mis les mêmes règles. Au lieu de me contenter de dire je divise les deux distances par 2, il y a un endroit où j'ai fait un demi-tour. Ou alors je peux trouver un troisième jeu, là où je fais un demi-tour autour de chacun des points. À chaque fois que j'appuie, je divise la distance par 2 et je fais un demi-tour. Et l'ensemble des positions où je vais pouvoir me déplacer, ça me dessine à nouveau petit à petit un fractal qui n'est pas le même que j'avais avant. Et donc ce que je peux faire, c'est demander à l'ordinateur de me tracer. Donc l'ordinateur, ce que je vais lui dire, c'est ça qui n'apparaît pas. Normalement, la fenêtre de droite apparaît à l'écran et là, on ne va pas la voir. À l'ordinateur, ce que je vais pouvoir lui faire, c'est que je lui passe des points. J'ai un point vert, un point bleu, un point rouge. Et puis, je vais demander à l'ordinateur de cliquer 1 million de fois aléatoirement sur ces 3 points et de placer les différentes positions de points où on arrive. Et on espère voir apparaître une structure fractale. La règle, elle est encodée ici. Il y a un facteur, ici c'est marqué 2, c'est je divise la distance par 2 quand j'appuie sur le bouton bleu. Et là, il y a quelque chose qui s'appelle, on ne le voit pas bien, mais rotation. L'angle de rotation, j'ai un angle de 0 degré, je ne tourne pas. Quand j'appuie, j'ai 0 degré sur les 3, je ne tourne pas. Et je lance le logiciel
qui me trace l'ensemble des positions successives et qui me dessine mon objet qu'on appelle un triangle de Sierpinski. Qui se dessine, c'est ma structure fractale. Et si je change sur un des 3 points et que ici je mets une rotation de 180 degrés, hein, là j'ai dû écrire 180, alors il faut toujours que je fasse attention pour bien écrire 180. Voilà. 180 degrés, et bien ça me fait un autre dessin fractal qui n'est pas le même que précédemment. Parce que j'ai changé la règle. Et si je fais 180 degrés sur les 3 points, je vais avoir encore un autre dessin qui n'est pas le même que précédemment. Hein, donc le dessin que j'obtiens, l'objet fractal que j'obtiens est à chaque fois différent parce que je change de règle. Est-ce que je peux obtenir des jolis dessins fractals si je ne mets que 2 points? Donc je vais tuer un des 3 points. Alors, voilà. Et je ne vais garder que 2 points. Qu'est-ce qui se passe si je prends 2 points? Bon, bah, il faut faire l'essai. Hein. Donc, si je mets un facteur de compression, donc, il est où le facteur de compression? Ça y est, j'ai plus mon... Ça ne marche plus, évidemment. Donc, je tue un des points. Voilà. J'ai mon facteur de compression 2. J'ai mon angle de rotation de 0. Je commence. Qu'est-ce que je vais obtenir? Un segment entre mes 2 points. Je rajoute un angle de rotation. Un angle de rotation. Allez, donnez-moi un angle de rotation. 40 degrés. Et je vais le faire parce que c'est ce qui m'intéresse, mais on pourrait s'amuser à faire d'autres règles. Je vais mettre le même angle sur les 2 points. Angle de 40 degrés sur chacun des points. Voilà, j'obtiens un ensemble ici relativement petit, qu'on ne voit pas bien. Et au lieu de mettre un facteur de compression 2, on va se demander qu'est-ce que c'est le nombre que je suis en train de mettre. Je vais mettre 1.414. Je pourrais mettre quelques décimales de plus. Et 1.414. Ah, je commence à obtenir des structures fractales un peu plus compliquées, même avec 2 points. Et au lieu de mettre un angle de 40 degrés, comme on m'a demandé, je vais mettre un angle de 45 degrés. Ça ne va pas être une figure très loin de la précédente. Voilà, j'obtiens deux objets fractales qui s'emboîtent bien comme dans un puzzle, là, qui se... Voilà. D'accord? Donc je peux m'amuser, en fait, avec ces objets fractales. Je me prends 2 points, je me mets 2 similitudes, même rapport, même angle de rotation. Et j'appuie aléatoirement sur l'une ou l'autre et je regarde l'ensemble des positions successives. Et plutôt que d'utiliser ce logiciel-là, je peux en utiliser un autre qui est ici, qui le fait automatiquement. Et mon angle de rotation et mon facteur par lequel je multiplie, je peux le mettre dans un nombre complexe en disant ça revient à multiplier par un nombre complexe x. Hein, la distance à 0, ça me donne le nombre par lequel je multiplie, et l'argument, ça me donne de combien je tourne. Et je peux commencer à cliquer sur ma fenêtre de droite, et en fonction de l'endroit où je clique, j'obtiens des dessins divers et variés.
Faut pas que je clique trop vite. Voilà, parce qu'il calcule à chaque fois, le pauvre. Donc, je peux obtenir des dessins. Et vous allez voir que la figure que j'obtiens est différente quand je suis dans la région blanche et quand je suis dans la région colorée. Est-ce que vous voyez la différence de ce qui se passe? Quel est le phénomène différent entre quand je suis dans la région blanche et quand je suis dans la région coloriée? En fait, c'est marqué là, hein, à droite. En fait, déjà, il y a quelque chose qui peut se passer, c'est que là, j'ai que des points, et puis mon ensemble, il n'est pas d'un seul morceau. Il est ce qu'on appelle, il n'est pas connexe. Il a plusieurs... En fait, c'est un ensemble de Cantor, pour ceux qui connaissent un peu, c'est un fractal, mais il n'y a que des points, et puis chaque point, je peux les séparer les uns des autres, parce qu'il y a des... il n'y a pas de segment dedans. Et puis quand je suis dans la région coloriée, ça se chevauche. C'est d'un seul morceau. Et il y a une petite subtilité que même dans la région blanche, ça peut être colorié, comme ici. Ça peut se chevaucher. Mais la différence, en fait, le critère pour le tracer, c'est que ici, vous avez en rouge les deux points qui sont les sommets sur lesquels j'appuie là en faisant mon facteur de compression et ma rotation. Et là, vous avez le milieu des deux points, le centre de symétrie de la figure. Parce que les figures qu'on obtient, elles sont toujours symétriques par rapport au centre de symétrie de la figure, par rapport au milieu des deux points. Et on peut colorier suivant que ce point appartient ou non à l'ensemble fractal. Et la différence entre la région blanche et la région coloriée, c'est suivant que le milieu appartient ou non à l'ensemble fractal. Et en fait, ce que je prétends, c'est que quand on a colorié, on trouve exactement le même dessin que celui qu'on obtient quand on place les racines des polynômes à coefficients -1 et 1. Enfin, quasiment le même, c'est-à-dire que la différence entre le dessin, c'est qu'on ne prend en compte que ce qui se passe dans le disque unité. Il n'y a pas l'extérieur du disque unité parce qu'on est en train de faire des contractions. Donc on s'intéresse que à ce qui se passe dans le disque unité. Mais si on met le critère, est-ce que le centre de symétrie appartient à l'ensemble des positions qu'on peut atteindre ou n'y appartient pas, on trouve exactement le même ensemble que l'ensemble des racines des polynômes à coefficients 1 et -1. Le fait que celui-là soit fractal ne devrait pas être trop surprenant parce qu'après tout, ce qu'on voit à gauche, c'est un ensemble fractal et c'est fractal parce qu'il est autosimilaire. Il est autosimilaire parce qu'on a les règles qui sont les mêmes des deux côtés. On est en train de dire j'appuie sur un bouton, j'appuie sur l'autre. Quand j'ai le gros ensemble qui s'envoie sur une copie plus petite de l'ensemble lui-même. Enfin, la structure fractale de l'ensemble, on l'explique relativement facilement. Cet ensemble, quand on fait varier le point, cet ensemble il bouge. Et on est en train de se demander dans le mouvement, est-ce que le centre de symétrie appartient ou pas à cet ensemble? Là aussi, quand notre ensemble fractal il est en train de bouger relativement continuellement, le fait d'appartenir ou pas à cet ensemble fractal, c'est normal que ça donne une structure fractale dans cet espace de paramètres, en quelque sorte. C'est pas surprenant. Moi, j'arrive à comprendre, j'arrive même à expliquer, à dire des phénomènes. Maintenant, ce que je vais essayer là, je suis en temps négatif, dans la moins 2 minutes qui me reste, c'est d'expliquer pourquoi il y a un lien entre les deux problèmes. Et donc, c'est mon dernier transparent. C'est qu'il faut que j'essaye, donc tout ça on a vu, c'est ce dernier transparent, je dois essayer d'expliquer pourquoi il y a un lien entre les deux problèmes. Et en fait, le lien, c'est qu'il faut écrire les polynômes, pas comme vous avez l'habitude de l'écrire en mettant d'abord le terme de plus haut degré, ensuite le terme de degré un petit peu plus bas. Mais le polynôme x au cube, c'est lequel? Plus x2 moins x plus 1. Il faut commencer par dire que c'est 1 plus x facteur de quelque chose. Et c'est x facteur de moins 1 plus x facteur de quelque chose.
qui lui-même donc ça me fait mon x2, x2 facteur de 1, plus x facteur de quelque chose, x facteur de 1 plus 0x, grosso modo. Le 0x, il n'est pas très nécessaire, mais... Donc ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que je viens de faire à l'instant des opérations où je dis je multiplie par x et je rajoute 1, ou alors je multiplie par x et je soustrais 1. Ou alors je multiplie par x et je rajoute 1, ou alors je multiplie par x et je rajoute 1. Donc en fait, j'ai deux applications qui sont multiplier par x et rajouter 1, ou multiplier par x et soustraire 1, et que je suis en train de composer ces applications. Mais multiplier par x et rajouter 1, c'est faire une contraction, une rotation, une translation, et c'est une similitude, c'est une des deux règles de mon jeu du chaos. Et multiplier par x et soustraire 1, c'est une autre similitude. Donc ce que je suis en train de faire, c'est composer des similitudes. Et se demander, c'est pour ça que je l'ai écrit sous la forme 0 fois x plus 1, se demander si ceci est égal à 0, c'est la même chose que de se demander quand on part de 0, c'est le centre de symétrie entre mes deux points, et que j'applique ces 4 similitudes, est-ce que je reviens en 0? Et si en appuyant sur les 4 boutons, je peux faire une boucle, et bien en répétant ma boucle une infinité de fois, ça veut bien dire que je peux repasser par mon point. Et donc mon point appartient à l'ensemble de ce fractal que j'ai dessiné, là où c'était, est-ce que le centre de symétrie appartient à mon ensemble qu'on appelle ensemble limite, à mon ensemble fractal. Donc la question, est-ce que je suis une racine d'un polynôme? Si je suis une racine d'un polynôme, en partant du centre de symétrie, en répétant un certain nombre de fois mes boutons, là, mes deux similitudes, je reviens sur mon point de départ et on commence à voir apparaître le lien. J'ai fait au moins un sens. Je prétends avoir décrit une inclusion d'un des deux ensembles, celui qui est l'ensemble des racines des polynômes à coefficient plus 1 et moins 1. Il est contenu dans l'ensemble fractal que j'ai dessiné. Et pour voir la réciproque, dans l'autre sens, je n'ai pas le temps de le faire parce que j'ai débordé du temps, mais vous pourrez essayer de vous y amuser. C'est que quand on regarde le dessin qui est ici, chaque point correspond en fait non pas à un polynôme, et ça correspond à un chemin, une manière de cliquer sur les boutons dans un certain ordre, mais comme en fait le principe c'est qu'on clique sur une infinité de boutons. C'est ce qu'on obtient à la limite quand on a pris un certain chemin en appuyant sur les boutons dans un certain ordre. Au lieu de donner un polynôme, ça donne une série entière pour ceux qui connaissent les séries entières. Et donc en fait, le dessin qu'on a là, ça ne correspond pas seulement au zéro des polynômes, ça correspond à ce qu'on peut obtenir en passant à la limite avec des polynômes avec une infinité de coefficients. C'est les zéros des séries entières à coefficients plus ou moins 1. Et donc il y a vraiment un lien, enfin il y a un lien très, très proche entre les deux qu'on peut expliciter. Voilà, donc je finis là avec mon exposé. Ce que je voulais mettre en avant, c'était ce lien entre deux domaines qui, moi, a priori, me semblaient complètement dissociés. L'un qui est le domaine des fractales, le domaine je compose des similitudes. Ça me donne des ensembles fractales, c'est les suites définies par récurrence, c'est la théorie des groupes en fait qui est derrière. Et la question de où sont les zéros des polynômes à coefficient plus ou moins 1. Alors dans mon sujet d'exposé, là, dans mon résumé, j'ai menti puisque j'avais dit qu'on regarderait un peu plus. On n'a pas eu le temps de regarder plus, mais au lieu de se demander les coefficients plus ou moins 1, on pourrait se demander qu'est-ce qui se passe quand on prend les coefficients 1, 2 et 3, ou les coefficients qui sont tous dans le cercle unité, ou les coefficients qui sont... voilà, on se donne des contraintes sur les coefficients. Qu'est-ce qu'on obtient comme fractal? Qu'est-ce qu'on peut voir comme propriété commune quand j'ai 3 points? Et ces questions-là sont des questions qu'on est en train d'étudier dans la recherche, mais qui sont toutes récentes, qui viennent très probablement la motivation du fait qu'on a des ordinateurs qui permettent de les dessiner. Ça donne une certaine motivation. Et essentiellement, la même chose qu'on sait dire de manière générale, c'est que si on contraint les coefficients dans un ensemble et qu'on les prend au hasard par rapport à une certaine mesure donnée, la majorité se distribue sur le cercle unité.
Par contre, la structure fractale de qu'est-ce qui ne se distribue pas sur une cercle unité, qu'est-ce qui reste en dehors, on sait dire relativement peu de choses. Dans le cas où il n'y a que deux coefficients, plus 1 ou moins 1, on sait dire beaucoup plus. On sait dire qu'on obtient un ensemble qui lui-même, cet ensemble, il est connexe par arc. Il n'est pas plein, il y a des petits trous blancs dedans. C'est un résultat qui date de cette année. Non. Si, je crois. Le fait qu'il y a des trous dans l'ensemble, alors il faudrait que je zoome, et puis que je zoome au bon endroit, et puis ça prend un peu de temps de le dessiner, mais voilà, on commence à dire des choses sur cet ensemble, à savoir démontrer rigoureusement des propriétés mathématiques de cet ensemble, qu'on étudie parce qu'on est tombé dessus, parce qu'on le trouve joli, parce qu'il y a de la curiosité qui s'exerce autour. Voilà. Bon, je m'arrête là. J'ai débordé un petit peu. Merci Xavier. On va passer à quelques questions. Avant de se lancer dans les questions et pendant que vous réfléchissez à vos questions, on va peut-être vous donner les prochaines dates. Alors la toute prochaine date, c'est le 7 mars, où Jean-Christophe Yatre te succédera pour nous parler de vérification déductive de programme. Donc un sujet beaucoup plus informatique. Et on peut vous donner deux dates importantes, mais beaucoup plus tard. Une qui sera le 4 mai, un lundi. Une fois n'est pas coutume, on a le lauréat du prix Poincaré qui y a proposé de nous faire un exposé. Donc ce sera un lundi soir. Donc Yvan Corvine viendra parler le 4 mai au soir. Et le 6 juin, on aura un truc un peu particulier avec une journée entière d'exposés consacrée au Big Data. Donc notez les deux dates, on vous tiendra au courant. Alors maintenant que je fais les annonces, c'est à vous de poser les questions. Moi, j'ai une question. Pourquoi il y a du vert dans le dessin? Alors, c'est pas moi qui ai fait le programme. Il m'a été envoyé justement, comme il y a des gens qui se sont mis à étudier ça, c'est une collègue qui est aux États-Unis qui m'a envoyé ce programme. Je ne sais pas quels sont les critères pour faire les couleurs. Je suppose qu'ils étudient. Il y a un critère, donc on se demande si le centre de symétrie est contenu dans l'ensemble ou pas. Et en fait, il y a une rapidité à laquelle on constate qu'on fait un algorithme et on va décider au bout de certaines étapes où il est dans l'ensemble. Et donc c'est suivant le temps que ça prend pour colorier, qui donne un critère de couleur. Après, c'est des raisons esthétiques, hein, on prend du bleu, du orange ou du vert, suivant le temps qui est pris pour déterminer que ça appartient à l'ensemble. Donc la question, oui. Oui, je vais répéter la question parce que comme c'est enregistré. Donc la question est de savoir si on va pouvoir trouver des trous où que l'on regarde. Je suis en train d'agrandir, voilà, pour voir un trou. Ici, quand j'agrandis, je vois que on va y arriver. Là, j'ai un petit trou. Vous le voyez, ce trou-là. Et donc, je pense que le résultat qui était connu depuis une dizaine d'années déjà, c'est qu'il existait un trou. Et le résultat qui a été démontré il y a un mois ou deux, c'est qu'effectivement, où que l'on regarde dans le bord de cet ensemble, alors il faut que je peux raffiner les calculs, on trouve des petits trous, autrement dit, les régions qui sont hors de l'ensemble, entourées par des points de l'ensemble, sont denses dans le bord de l'ensemble. Oui, parce que si je reviens au début, alors dans ce cas-là, on ne va pas en trouver effectivement partout. Donc dans le bord de l'ensemble, c'est-à-dire que le bord, il y a le gros trou du milieu, mais on a aussi, auprès de chaque point du bord, on trouve des petits trous isolés. Maintenant, il y a tout un anneau, alors je ne sais plus compris entre quel et quel rayon, le cercle unité, et le rayon là, c'est peut-être racine de 2 sur 2, c'est peut-être un peu plus petit, là où on sait que tout l'anneau
est contenu dans l'ensemble, et rempli par des racines de polynômes à coefficient plus ou moins 1. Ce n'est pas très dur à démontrer. Donc il y a toute une bande où il n'y a pas de trou. Voilà. Donc il y a de l'intérieur à l'ensemble. L'ensemble, c'est pas juste... il n'y a pas des trous partout. Alors. Alors, quand j'ai le centre de symétrie qui appartient à l'ensemble ici, est-ce que l'ensemble peut lui-même avoir des trous? Alors, donc, quand le centre, ici, on ne le voit pas bien, donc il y a deux cas de figure. Non, il y a trois cas de figure. Le premier cas de figure, c'est l'ensemble n'est pas connexe. Dans ce cas, c'est juste une poussière de points. Ensuite, il se peut que l'ensemble se connecte sans que le centre de symétrie soit dedans. C'est le cas, ici on ne le voit pas, mais, parce qu'il faudrait agrandir, mais c'est le cas dans cette figure. L'ensemble se reconnecte sans que le centre de symétrie soit dedans. Et dans ce cas-là, on a des petits trous partout. Et le troisième cas de figure, je suis dans mon ensemble là où j'ai des racines, j'ai le centre de symétrie qui appartient à l'ensemble. Et dans ce cas-là, l'ensemble, il est plein. Il est plein, il n'y a pas de trou à l'intérieur. Oui, ma question peut peut-être sembler naïve, mais est-ce que vous avez parlé de vitesse de convergence? Est-ce qu'on a des résultats sur des vitesses de convergence selon la position qu'on prend dans l'espace rose? Alors, comme je vous ai dit, ce n'est pas mon domaine de recherche, mais donc je ne peux pas répondre. La question n'est certainement pas naïve. Je dirais que ici, pour les questions de vitesse de convergence, en principe, c'est relativement simple, parce que comme à chaque fois on multiplie d'un facteur qui est toujours le même, si on veut savoir le temps que ça met pour se rapprocher d'une position donnée, il y a juste à voir ce facteur par lequel on multiplie, on l'élève à la puissance n, quand est-ce qu'il est plus petit que epsilon. Voilà, toutes les distances sont multipliées de manière uniforme à chaque fois par le même coefficient. Donc sur les vitesses de convergence, c'est ce coefficient à la puissance n, quand on a fait n étapes. Donc ça, c'est pas trop dur à manipuler. D'accord, merci. C'est ce que je pense, hein. Je ne garantis pas à 100% la réponse, mais... Encore une question avant le goûter? Ou goûter? On a notre amateur de puissance de 2. Quand vous dites que... Quand vous dites qu'on sait que dans l'anneau, on sait que l'ensemble est plein, c'est quand on parle de polynômes ou on inclut aussi les séries entières? On inclut aussi les séries entières parce que si on prend que les polynômes, en fait, le nombre c'est dénombrable. Et étant dénombrable, ça ne peut pas remplir le plan complexe hein, qui, lui, n'est pas dénombrable. Donc il faut passer à l'adhérence. Et passer à l'adhérence, ça veut dire qu'il faut regarder, oui, les séries entières. Il faut aller plus loin. Alors après avoir passé à l'adhérence, je propose qu'on passe au goûter en remerciant encore une fois Xavier.